Et donc, pour terminer mon mot d'introduction, l'objectif, bien sûr, c'est que il y ait un pilotage de cette mission, de ce projet, avec le CREDOC, avec Francis Vereco et avec la CNSA, de joindre, d'associer à cette étude un comité scientifique. On est en train de regarder, on est en train de réfléchir à sa composition, et puis également un comité technique. Comité technique qui va finalement être sollicité à des étapes clés du projet. Là aussi, les équipes du CREDOC vont vous présenter le cheminement global du projet et donc quelles seront ces étapes clés. Et là aussi, le credo qui reviendra, mais on a souhaité que les thématiques abordées dans les différents focus group qui seront menés dans le cadre de ce projet, on ait des lignes thématiques qui sont finalement celles aujourd'hui, les lignes thématiques de travail de la filière. C'est le parcours résidentiel, c'est l'aménagement du territoire et les mobilités, c'est l'inclusion sociale, c'est la santé et la prévention et l'enjeu des aidants. Et puis en logique transverse, c'est l'enjeu du numérique, son accès comme l'exclusion potentielle liée à ces supports. Donc, nous avons décidé de constituer un comité technique qui aura un champ d'expertise sur une ou plusieurs de ces thématiques. Et donc, l'idée sera de vous associer, je l'ai dit, à des étapes clés de ce projet. Au départ, quand on va réfléchir au fil conducteur des focus group, quand on va exploiter les résultats, quand on va voir les challenger, voilà, des moments clés de ce travail. On vous associera de manière globale ou plus réduite. C'est pas la peine de vous associer tous pour des raisons d'agenda et de fonctionnement. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la composition de comité technique, de l'élaboration de l'habitat, la Fondation Hospitalière de France, Enel, filiale d'Action Logement, le CINERPA autour des établissements privés, l'Union des transports publics et ferroviaires, ECF, autour des auto-écoles, Famille Rurale, le collectif Je t'aide, l'ASFGG, les gériatres et les gérontologues, les petits frères des pauvres, la FESP, le groupe AEMA, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Ensuite, parce qu'il y a une dimension très forte territoriale. L'idée a été d'associer également l'UNCAS, mais également un certain nombre d'associations d'élus, donc les départements de France, les petites villes de France, régions de France et les maires de France, et puis également des administrations centrales qui sont partenaires de longue date de la filière et de Francine Lereco, la délégation ministérielle au numérique en santé, qui a par ailleurs un grand défi autour du bien vieillir, la DGCS, et puis la CNAV, l'assurance retraite. Donc voilà un petit peu la présentation succincte de ce projet. Et avant de donner la parole aux équipes du CREDOC, peut-être Marine, si tu souhaites compléter, je sais que ton agenda est contraint. Merci Mathieu de me passer la parole. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Marine Boisson-Cohen, je suis directrice de la prospective et des études à la CNSA et donc on a le plaisir de soutenir ce projet qui a été initié avec Francine Vereco. Tu as très bien résumé les attendus, hein, c'est-à-dire vraiment de se donner les moyens d'objectiver avec les personnes ce que sont leurs besoins en termes de panier de biens et de services pour bien vieillir, préserver leur autonomie, notamment dans un cadre de politique domiciliaire, hein, auquel va la préférence, hein, des personnes qui vieillissent quand on les interroge, hein, sur où va leur préférence, hein, en termes de domicile, en termes d'habitat. Et on est très heureux aussi d'avoir pu avoir des échanges très constructifs dans la proposition d'étude qui a été faite avec le CREDOC, qui a amené aussi des éléments de méthode, hein, qu'on va découvrir, qu'elle avait précédemment expérimenté aussi en partenariat avec le CNLE et l'IRES. Donc voilà, je crois qu'on a la bonne méthodologie, le bon partenaire avec le CREDOC, les bons partenaires qui sont identifiés pour le comité technique. Je sais que ça avance sur les deux autres comités, donc le comité scientifique. Donc voilà, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce lancement, voilà, qu'on attendait, parce qu'on a commencé à imaginer ce projet dès 2023. Donc, il passe une étape dans sa concrétisation. Donc, voilà, je vous souhaite vraiment de bons travaux. Moi, je vais pouvoir assister au début de la présentation.
je ne pourrais pas rester toute l'après-midi, mais bon, voilà, j'ai la chance d'avoir pu en prendre connaissance et d'avoir pris connaissance au fur et à mesure de sa construction. Donc, merci à toi, Mathieu. Merci Marine, merci beaucoup. Mais écoutez, je propose de donner la parole aux équipes du Crédoc, pas forcément de tour de table. Vous avez globalement là la liste des acteurs membres du comité technique. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui pour des raisons d'agenda, mais tous ces acteurs-là ont confirmé leur participation. Donc, je propose de donner la parole tout de suite aux équipes du Crédoc pour aller dans le vif du sujet. Et puis, il y aura un temps par la suite pour que les acteurs présents puissent interroger, compléter, commenter cette proposition d'étude. Et puis, j'inviterai chacun peut-être à se présenter pour qu'on voit un peu qui est qui. Et puis, on va concevoir une sorte de base de données pour que tout le monde sache un petit peu avec qui il va travailler. Donc, on fera une liste de la composition des différents comités avec les structures et les personnes qui représenteront celles-ci. Voilà. Donc, Élodie, on vous laisse la parole. Je vais arrêter le partage et puis vous pouvez partager sans problème de votre côté. Et merci beaucoup Mathieu, Marine aussi, on est ravis d'être là pour initier ce beau projet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de donner à voir ce qu'on va essayer de faire ensemble. En partant d'un point de départ que vous avez nommé, qui est très inspirant, qui sont les budgets de référence que le Crédoc a pu travailler au long cours ces dernières années. Alors aujourd'hui, donc je me présente peut-être, Élodie Alberola, donc je suis responsable du pôle impact et innovation sociale au Crédoc. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Franck Luédé et Marianne Bléau. Je vais parler pour eux, tant pis, je recoupe la parole. Franck, qui est notre spécialiste des seniors, hein, sur tous les aspects, notamment de consommation, et Marianne, qui est très active aujourd'hui sur la question des BDR en transition. Donc, c'est un sujet que l'on porte vraiment sur beaucoup de dimensions. Et donc, Marianne, aujourd'hui, c'est de réfléchir à la manière d'établir des budgets de référence durables en partenariat avec l'ADEME. Donc, voilà pour l'équipe Crédoc. On s'est donné une heure de présentation pour laisser du temps aux échanges. L'idée, c'est de vous présenter assez largement notre point de départ, ces fameux budgets de référence dont on parle beaucoup, qui sont quand même un petit peu un ovni méthodologique. Donc, on a pris un petit peu le temps pour bien vous présenter ce point de départ et essayer de construire ensemble comment l'adaptation de ces budgets à notre sujet des fragilités et du bien vieillir et de la préservation de l'autonomie dans de bonnes conditions. Donc, je vais partager mon écran si tout le monde est OK pour ça. On est parti. Enfin, j'essaie. Normalement, ça marche bien. Normalement, ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Est-ce que c'est bon de votre côté? Parfait, on voit La très bien. fonction. Je risque de perdre le visuel avec vous, le contact. N'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est que de toute manière, on aura un temps d'échange. On fera des petites pauses peut-être entre les chapitres. Nous allons parler aujourd'hui de ces budgets de référence pour le bien vieillir. C'est comme ça qu'on les a nommés aujourd'hui. Peut-être qu'on les fera un petit peu évoluer dans leur dénomination, mais c'est l'idée de réfléchir aux besoins et aux paniers de services que nous pourrions établir avec les personnes concernées. C'est important, hein, c'est un point phare de la méthodologie et de la démarche pour bien vieillir et préserver l'autonomie. Donc, ce que je vous propose avec l'équipe, c'est simplement déjà, merci pour le contexte qui pose des choses. Donc, l'idée, c'est juste de le repartager une dernière fois pour bien comprendre la demande et les objectifs de la démarche qu'on se donne à construire, de passer un petit temps relativement quand même long sur ce que sont les budgets de référence pour bien comprendre le cadre réfléchissif et méthodologique de démarrage qui va largement nous inspirer. Et puis, on va effectivement après rentrer dans le vif du sujet pour se poser les bonnes questions sur la manière d'adapter donc ce cadre à notre sujet, donc au bien vieillir d'une manière large. Et puis, on parlera très concrètement de la mécanique de ce projet avec la place et le rôle des uns et des autres, et puis aussi le calendrier, ce qui est un point important de la démarche. J'ai l'habitude de parler très vite, donc je vais essayer de ralentir un peu. Et puis, n'hésitez pas là aussi à manifester si jamais je vais vite sur un sujet qu'on a l'habitude de travailler. Donc, peut-être que parfois, nos évidences ne sont certainement pas les vôtres. Donc, n'hésitez pas, toutes questions sont bonnes à prendre. Pour repartir de la demande, donc vous l'avez
bien évoqué Marine et Mathieu. Mais l'idée, c'était effectivement pour vous d'identifier donc un socle d'attente, de besoins de personnes concernées pour contribuer effectivement à la politique de la préservation de l'autonomie, sachant, comme Marine l'a rappelé, l'essentiel des souhaits des seniors d'une manière générale, c'est certes de bien vieillir, mais de bien vieillir chez eux, en tout cas dans un chez-soi qui leur permette effectivement de vivre le plus longtemps en bonne santé, en bonne forme et dans un environnement propice, dans un contexte de politique publique qui effectivement accentue ce qu'on appelle le virage domiciliaire et qui essaie quand même aujourd'hui de réfléchir à un collectif qui soit un petit peu différent. Donc là, le mot est impropre de désinstitutionnalisation et c'est très dur à dire, mais c'est l'idée qu'on réfléchit à la fois sur l'accueil, on va dire, collectif et plus simplement sur plus largement sur le parcours résidentiel des seniors, donc ce qui inclut l'habitat alternatif, intermédiaire et ce qui fera partie de nos questionnements. Puisque l'idée, c'est vraiment effectivement de partir des personnes concernées, de constituer avec elles un socle d'attente et de besoins. Donc, les personnes concernées, ce sont les seniors. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas entré dans la diversité de qui sont les seniors. Donc, dans la demande, il était, et vous l'avez rappelé, attendu qu'on puisse interroger les seniors dans leur globalité, donc des moins fragiles aux plus dépendants. Et donc, en travaillant sur les axes que vous avez nommés, mais peut-être pas que, en tout cas, il y a un certain nombre. Il y a 6 axes de travail pressentis qui seraient la santé et la santé en prévention. Donc, quel serait le socle d'attente des seniors sur cette dimension? L'habitat, le fameux parcours résidentiel, y compris l'adaptation du logement. Comment est-ce qu'il se projette dans un socle de besoins et d'attentes, on va dire socle, sur cette thématique? Les questions des mobilité et d'accessibilité territoriale. Donc, on a mis sous le chapitre mobilité un certain nombre de choses qu'il va falloir aussi, là aussi, discuter avec vous. La question de l'inclusion sociale, comme dans les BDR de référence, il y a cette idée qu'un senior qui est bien dans son âge et dans son environnement a accès à une offre sociale, à une vie sociale qu'il va falloir effectivement aussi travailler avec eux pour cerner leurs besoins, leurs attentes minimales. Il y a la question des aidants, puisque quand on entre dans les fragilités, le rôle des aidants, et y compris dans d'autres méthodologies, on le verra, est important pour bien vieillir, où que l'on soit, donc n'importe quel type d'habitat. Et puis, il y a la question aussi du numérique qui, effectivement, traverse à la fois toute la société, toutes les catégories d'âge, et qu'on essaiera d'aborder avec eux. Alors, pas pour le numérique en tant que tel, mais le numérique pour tout ce qu'il peut permettre de faire dans les dimensions qui nous intéressent, du bien vieillir et de l'accompagnement des fragilités et de la perte d'autonomie. Par ailleurs, dans votre demande, il y avait aussi l'idée de situer ces besoins, cette offre de services d'un point de vue territorial, avec l'idée que peut-être on n'a pas les mêmes besoins en ruralité ou en grande métropole, donc avec cette idée de regarder effectivement ces distinctions éventuelles territoriales. Et in fine, d'établir un budget, qu'on aura là aussi à discuter, mais un budget de référence qui serait inspiré effectivement de la démarche qu'on a initiée de longue date avec l'ONPES et le CNLE, pour essayer tout simplement, une fois ce panier de biens établi, essayer de chiffrer le coût de ce panier de biens et services. Donc ça, c'est le point de départ, en tout cas la demande qui nous a été formulée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir adapter tout notre savoir-faire. On peut aller jusque-là sur ce qu'on a pu mener en termes de ce qu'on a appelé les BDR historiques, en partenariat avec le CNLE ex-ONPES, et d'adapter en fait ces budgets de référence que je vais bientôt vous présenter dans le détail aux fragilités et à la dépendance. Et on verra qu'on a nécessairement des adaptations à trouver et à imaginer pour faire face aux questions qu'on se pose, qui sont très diverses, multiples dans un certain nombre de dimensions, mais bien évidemment aussi de contraintes budgétaires et temporelles. Donc voilà, c'est notre point de départ et l'idée, c'est qu'on puisse s'interroger ensemble sur comment on va pouvoir faire vivre ces questions dans un protocole particulier. Donc, vous l'attendiez, je vais essayer de présenter clairement la méthodologie historique, n'ayons pas peur des mots, des budgets de référence, et voir effectivement comment on peut adapter ce protocole aux questions qui nous importent. Donc, je vais parler un petit peu longuement là de notre point de départ à nous, qui est notre cadre réflexif. Le point de départ date de 2012, quand effectivement avec l'ONPES à l'époque, l'idée était d'interroger finalement
les minima sociaux, si je le recontextualise très vite et de manière un peu maladroite, dans une vague d'interrogations, d'expérimentation européenne qui s'interrogeait sur le minimum décent pour vivre alors en Europe, mais nous, on s'est intéressé à la situation française en 2012. Et donc, le point de départ, c'était voilà, d'identifier quels étaient les besoins pour vivre décemment aujourd'hui en France. C'est la question qu'on s'est posée. Et la définition comment dire, à partir de ce point de départ, les groupes, les citoyens, en fait, se sont appropriés ce point de départ et ont transformé ce questionnement comment dire, en définition d'un minimum décent. Et donc, en travaillant, je vais vous reparler de ce terme un petit peu étonnant qu'on appelle des groupes d'orientation. À partir de groupes d'orientation, des groupes des Français réunis en groupe ont travaillé pour établir cette définition et ce qu'on vous propose et qui a été vraiment le fil directeur de toutes les campagnes de ces BDR historiques. Et donc, je précise maintenant, mais on a eu 3 campagnes différentes. On est parti des villes moyennes pour ensuite aborder les mêmes questions, mais dans un territoire différent qui était les territoires ruraux, puis les territoires de grandes métropoles, en l'occurrence la métropole du Grand Paris. Bref, donc les groupes ont réussi à travailler ces définitions que je vous livre. Quels sont les besoins minimums pour avoir un niveau de vie décent aujourd'hui en France? C'est-à-dire, 2 points, pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne, se loger, se nourrir, avoir accès à la santé et à l'emploi, mais aussi pour avoir la possibilité de participer à la vie sociale. Donc vous voyez qu'on a déjà des champs qu'on a évoqués dans vos préoccupations, mais c'est le point de départ de cette fameuse démarche historique des BDR, c'est qu'à partir de cette définition, les groupes ont travaillé sur la manière d'y répondre, mais ce sont les groupes qui ont défini finalement ces grandes catégories de travail et de pensée. Et à partir de ce point de départ de 2012, on a effectivement fait travailler un certain nombre de citoyens experts. Donc là, je vais vous parler du cœur de la méthodologie. On a travaillé avec des personnes qui étaient directement concernées. Alors, bientôt, ce seront des seniors, mais à l'initiale, c'était des Français qui étaient, on s'est calé sur une expérimentation britannique qui était déjà très largement avancée à l'époque, qui était de confier finalement l'expertise de leurs besoins aux premiers concernés, les gens, donc les citoyens. Donc, toute la méthodologie repose sur l'idée qu'on va valoriser l'expertise de citoyens ordinaires, experts de leurs propres besoins. Donc, ils ont posé la première définition qu'on a évoquée, et puis après, ils ont discuté pour pouvoir construire ces fameux paniers de biens et services sans faire appel à une autre expertise que la leur. Donc, l'idée, c'était de s'inscrire en creux de démarches différentes, qui seraient plus normées en partant d'expertise et ensuite en consultant des citoyens. Là, c'était complètement l'inverse. On est parti la connaissance et de l'expertise des citoyens. On est allé chercher l'expertise quand on en a eu besoin pour peaufiner certains besoins, mais l'idée, c'était que voilà, le savoir était confié aux citoyens, des citoyens qui étaient ordinaires dans le sens où ils représentaient la population française, c'est-à-dire qu'on a composé des groupes qui étaient diversifiés en termes de niveau de vie, de diplôme, de situation professionnelle et de logement. Contrairement à d'autres expérimentations, on n'a pas du tout ancré notre méthodologie. Par exemple, on aurait pu le faire comme en Belgique sur des citoyens en situation de précarité ou de pauvreté. Non, non, là, c'était l'idée que tout un panel de Français représentatifs puisse s'exprimer en leur nom et en leur nom et sur au nom de gens qui leur ressemblent sur ce panier de biens et services nécessaires aujourd'hui pour vivre décemment en France. Et je reformule et reprends leur propre définition. Et donc, l'exercice qui était un petit peu complexe, c'était effectivement de partir du besoin d'expertise de chacun, donc avec des modes de vie qui sont quand même qui peuvent être assez différents, et de les faire se projeter sur des cas types. Donc, des cas types qui n'étaient pas eux, mais qui leur ressemblaient fortement, pour pouvoir justement s'extirper des habitudes de vie et puis parler, on va dire, pour le bien commun. Et donc, l'idée, c'était que les groupes se projetaient effectivement sur des cas types que je vous ai mis en bas. Donc, si on part directement sur nos retraités, on avait par exemple Daniel, 70 ans, en appartement dans l'agglomération de Paris. Et donc, les groupes se projetaient sur le cas de ce monsieur et constituaient pour lui, à partir de leur expertise, un panier de biens et services nécessaires pour tout ce qu'on a évoqué dans la définition. Donc, c'était des cas types qui étaient non situés, c'est-à-dire ils n'étaient pas situés en emploi, mais ils étaient en capacité d'accéder à l'emploi. Donc, vraiment pour couvrir l'ensemble des possibilités de ces cas et ne pas s'enfermer dans une problématique particulière. Le point important, c'est que nos cas types n'étaient pas, étaient dans un état de santé, on va dire, homogène et non
non distinctes, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt en bonne santé, avec une absence de handicap et de perte d'autonomie. Et on verra que là, c'est un point qui va être largement différent dans notre approche, dans notre futur projet. Et donc, l'idée, c'était de les faire travailler sur ces paniers. Et le point important, ce qui est quand même aussi parfois difficile à identifier ou à saisir, c'est qu'ils ne sont que sur les besoins. On ne les a jamais fait travailler, en tout cas au démarrage, sur la question du coût. Donc, on a travaillé avec eux sur la définition d'un panier de biens et services très concret, en correspondance avec les besoins identifiés. Et là, la place de l'argumentaire est très importante, puisque l'idée, c'était d'atteindre un consensus, parce que je n'ai pas encore employé ce mot, mais on a travaillé sur une méthode à partir d'un consensus dit éclairé citoyen expert, c'est-à-dire qu'on a recherché par l'argumentaire, par la discussion, et donc le rôle des animateurs est important, à établir un consensus sur ce panier de biens et services. Et pourquoi éclairé? Parce qu'on s'est servi de leur expertise, mais qu'on a parfois apporté de l'expertise, on va dire, dite institutionnelle, par un certain nombre de données ou de données d'enquête, par exemple, pour pouvoir les aider à prendre des décisions. Mais la question du coût n'est intervenue que beaucoup plus tard, dans une phase qu'on a appelée de valorisation, mais les gens ont travaillé vraiment à partir des besoins. Voilà, donc on a un recours à l'expertise, mais il est plutôt, on va dire, annexe et mobilisable en fonction des besoins et des soucis qui pourraient se rencontrer. Par exemple, il est quand même très difficile d'établir concrètement le nombre de kilomètres parcourus par un couple avec 2 enfants ou le nombre de gels douche consommés par mois, parce qu'on est allé dans ce détail-là. Donc, on a fait appel à des données d'enquête pour pouvoir alimenter la conversation. Et puis, on a travaillé sur beaucoup de configurations différentes, des cas types différents. On a eu effectivement à travailler sur les actifs seuls, les couples d'actifs avec ou sans enfants, les familles monoparentales et les retraités, seuls ou en couple. Donc, vous voyez, on a travaillé sur des configurations familiales très différentes. Et notre point de contact avec notre futur projet, c'est qu'on a eu effectivement dans nos groupes à travailler sur le besoin des retraités, des non-actifs. Et donc, je le rappelle, en bonne santé et loin de soucis d'autonomie ou de grande dépendance. Donc, voilà pour le cadre. Je vais très vite, je le sais, mais on aura l'occasion de très vite y revenir. Je poursuis donc pour vous donner vraiment à voir très concrètement la mécanique de ces budgets de référence. Donc, l'histoire est partie en ville moyenne. Elle s'est construite en 2012 et en 2014. Et juste pour vous rendre compte finalement de l'étendue de ce travail, alors effectivement, c'était un point zéro, il fallait tout construire. Hein. C'est une méthode complètement expérimentale, exploratoire. Donc, on a vraiment construit ces paniers de biens et services en allant de la petite cuillère jusque par exemple, à la mobilité et au nombre de voitures, en passant par ce que les citoyens devaient manger pour s'inscrire dans la définition qui était de répondre à la décence aujourd'hui pour vivre en France. Donc, une méthodologie longue, et là, je reparle de mes groupes d'orientation. Il y a une phase d'orientation très importante où on a confié à ces citoyens experts le rôle de définir finalement le périmètre dans lequel ils avaient travaillé, d'identifier notamment nos fameux cas types, ce dont j'ai parlé pour que les groupes se projettent. Donc, ils ont posé un cadre pour le reste de la démarche. Donc, ce groupe d'orientation, il est important puisqu'il permet de mettre à la main des groupes qui sont donc experts, personnes concernées, toute la philosophie, je dirais, de la démarche et de poser des grands cadres. Donc, il nous a fallu quelques groupes d'orientation pour bien caler le démarrage avec des configurations différentes. Et puis après, on est rentré dans une phase de discussion. Et donc, discussion, donc je le rappelle, par configuration et sur toutes les, on va dire, les compartiments de vie nécessaires aujourd'hui pour vivre décemment. C'est-à-dire qu'on est parti très concrètement de chacune des pièces du logement et on les a meublées, équipées pour répondre à cet objectif qui était d'établir nos paniers de référence. Et donc, on est allé très en détail avec une liste de biens et services en termes de quantité, de qualité, de fréquence de renouvellement, de lieu d'achat. Et puis, en dehors du logement, on s'est intéressé à la vie sociale. Donc, ça nous a donné, par exemple, un titre anecdotique, mais 15 groupes de plus de 7 heures, enfin, entre 6 et 7 heures, pour pouvoir construire pièce par pièce tous ces besoins tout ce panier de biens et services.
Donc, on a eu un temps de discussion et je rappelle que l'argumentaire, il est très important puisque l'idée, c'est d'atteindre un consensus. Tout le monde doit être d'accord pour caler le meilleur niveau entre la survie, parce que l'idée, c'était pas de travailler sur la survie, ni le luxe. Donc, vous voyez, il y a quand même un petit niveau, un petit seuil à caler. Donc, ça a donné lieu à moult discussions. Et puis, donc, nous, on a récupéré ces paniers de biens et services et puis on a commencé à justement les valoriser monétairement pour avoir une idée. Et donc là, on a repris très précisément ce que nous avaient indiqué les groupes. Donc, par exemple, le canapé, tout à l'heure, on vous partagera une petite grille d'analyse, mais le canapé acheté chez Ikea, moyenne gamme, qui dure tant de temps et qui a tel cycle de vie, et puis ça nous a donné un coût. Et donc, au final, un budget, on a resoumis in fine à des groupes de négociation pour qu'ils puissent passer en revue ces budgets et les besoins pour stabiliser véritablement nos paniers de biens et services et les budgets. Donc, une méthodologie qu'on a construite entièrement et qu'on a dû porter pendant un petit moment, donc avec un impact sur le nombre de groupes, sur la durée de ces groupes, sur un certain nombre de considérations très pragmatiques et méthodologiques. Donc ça, c'est notre point de départ. J'avance. Je pense que j'ai déjà abordé un certain point, mais en termes d'organisation et d'animation, on est vraiment sur une démarche ascendante. C'est-à-dire qu'on part de l'examen de panier individuel, pour notre retraité, par exemple, seul, pour remonter ensuite vers la définition de panier de biens et services de plusieurs familles, sur un processus qui permet de croiser plusieurs regards. Et donc, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que sur ce long process qui a pris beaucoup de groupes, en fait, on renouvelle à chaque groupe les gens, puisque l'idée, c'est que on puisse s'affranchir de toute autosatisfaction ou post-rationalisation. Et donc, chaque groupe était renouvelé à chaque étape pour être sûr que, effectivement, l'argumentaire se tourne et soit consolidé d'un groupe à un autre. Et on a fait ça à l'intérieur des groupes, mais on a fait ça aussi sur 2 entrées territoriales. Donc, par exemple, en ville moyenne, on était à Tours et à Dijon. Et donc, on a à chaque fois croisé nos groupes selon les territoires pour être bien sûr d'avoir un argumentaire très solide et un budget de référence qui fasse foi en termes de configuration et de territorialité. Alors, un petit point sur la valorisation. Donc, la valorisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que j'ai dit, c'est on reprend les paniers ligne à ligne et on met un coût en face en fonction des indications que les groupes nous ont données. Donc, c'est un travail en chambre. On est allé au plus près des souhaits qui étaient exprimés par les groupes. On est allé relever des prix dans les enseignes sélectionnées, par exemple, lorsqu'elles étaient précisées. Et vraiment, on est allé jusque-là avec eux, faire préciser l'enseigne, le lieu d'achat, la fréquence, je ne reviens pas, mais des choses très précises. On est allé rechercher le meilleur prix. Et puis, par poste, on est allé valoriser avec un recours à la stat publique quand on en avait besoin sur un certain nombre de postes, notamment le logement, mais d'autres postes aussi. Juste pour vous donner à voir, par exemple, l'alimentation, là, je pense qu'on est sur des actifs sans enfants. Et donc, alors en vert, vous avez ce qu'on a fait récemment, on a valorisé, on a verdi un petit peu ces budgets, mais si on reste sur l'historique, voilà, on en est là. Donc, on a une décomposition par sexe, âge, par catégorie, et on va très loin sur la quantité par jour, la part le poids, le prix unitaire, et on arrive à valoriser vraiment ligne par ligne le poste alimentation. Et donc, on est allé par ailleurs chercher pour les couples avec enfants, par exemple, les tarifs de cantine, tout ce qui est. On a considéré aussi sur certains, puisque selon les catégories territoriales, certains avaient des jardins et de l'autoproduction. Donc, on a valorisé vraiment très précisément, selon les configurations de territoire et les configurations familiales, les paniers pour obtenir des budgets assez fins. Je poursuis dans l'idée qu'on a eu un point de départ bien évidemment exhaustif puisqu'on a tout construit. Et puis après, c'est poser la question d'aller investiguer d'autres territoires, puisque une fois des paniers de biens et services établis en ville moyenne, l'ONPES s'est justement demandé si les besoins étaient peut-être différents ailleurs et donc les budgets aussi. Donc il a fallu dans le reste de la démarche, c'était très intéressant d'aller confronter nos résultats de ville moyenne à d'autres territoires.
Donc là, c'est poser la question de la méthode à nouveau, sachant que dans un esprit de temps, d'économie aussi, de sous et d'efficacité, l'idée n'était pas de tout refaire. C'est-à-dire qu'on n'allait pas rediscuter le nombre de petites cuillères en ruralité, sachant qu'a priori, à moins particularité territoriale vraiment fabuleuse, on est le même nombre de petites cuillères. Donc, on s'est dit, OK, on a une base, on va soumettre en différentiel notre panier de biens et services à d'autres citoyens sur d'autres territoires et ils nous indiqueront finalement quelles sont les différences. Et quand on aura identifié les différences, on pourra valoriser comme on l'a fait sur les autres paniers de biens et services. Donc l'idée, c'était vrai, on n'est pas parti non plus complètement en exploration, on s'est inspiré de ce qui a été fait en Grande-Bretagne. On n'est pas reparti, par exemple, des groupes d'orientation qui avaient fondé la démarche. C'était pas utile puisque finalement la philosophie était la même. C'est juste l'adaptation territoriale qui venait réinterroger un petit peu la manière de faire. Et donc, on est parti finalement, ce que je disais, voilà, de la base des villes moyennes. On leur a demandé d'adapter par rapport à la particularité de leurs besoins. Donc, l'idée, ce n'était pas de tout rediscuter, mais d'expliciter, matérialiser, soit par un ajout, soit par une proposition différente, les particularités de territoire. Et par exemple, là, je vous ai juste rajouté finalement quels étaient les résultats particuliers pour nos retraités. Donc, par exemple, le choix de l'ensemble des groupes, enfin des villes moyennes et qui n'a pas été remis en discussion par le reste des groupes, c'était que tous les retraités de nos BDR étaient propriétaires et non-accédants à un propriétaire. Parce que pour une vie décente aujourd'hui, pour vivre décemment en France, à 70 ans et plus, il est admis comme décent de pouvoir accéder à la propriété, par exemple. En ruralité, et uniquement en ruralité, puisqu'il y a la distance qui joue, la distance au service public, au secours, à tout, voilà, au service de soins, a été introduit la présence d'une téléalarme, par exemple. En ruralité, là, toujours aussi, puisque là, il y a il y avait quand même des différences dans les besoins en termes de mobilité. L'ensemble des configurations familiales, hein, pour le coup, on fait le choix d'avoir 2 voitures. Pour pouvoir naviguer plus librement quand on est en couple, pour pouvoir être indépendant l'un par rapport à l'autre, pour avoir voilà, de quoi vivre en ruralité. Alors, il y a une voiture qui est plus cotée qu'une autre, hein. Il y a une voiture d'occasion, une voiture neuve de mémoire, mais les retraités n'ont pas remis en cause ce choix. Donc, nos retraités en ruralité ont bien de voitures, par exemple. Et puis, autre petite particularité pour les retraités seuls en MGP, il y a une chambre d'amis en plus en MGP parce que il y avait cette idée de pouvoir accueillir de la famille et éventuellement, et ce qui fait un petit peu un lien aussi avec notre futur sujet, de pouvoir accueillir un aidant en cas de difficultés de santé, etc. Donc, on a réfléchi en ruralité et en métropole du Grand Paris sur des différences territoriales. Et puis, je vais venir aussi sur des configurations regroupées. Donc, à un temps donné, on a fait le choix aussi de ne pas discuter d'un groupe pour un groupe, mais de regrouper voilà, des configurations pour pouvoir là aussi être un petit peu plus, avoir une démarche un petit peu plus optimisée. Donc, par exemple, là, je n'ai pas parlé des enfants, mais on a fait des groupes qui étaient consacrés particulièrement aux enfants. Voilà, dans les extensions territoriales, on a notamment validation, négociation familiale, regroupé les configurations pour pouvoir voilà, pour optimiser la démarche. On est passé du coup sur des groupes qui étaient moins longs et d'une demi-journée. Avec voilà, cette idée que on a élargi finalement la réflexion à des configurations proches pour certains groupes. Donc, voilà, très concrètement, les couples d'actifs sans enfants sont regroupés avec les actifs isolés sans enfants pour pouvoir rendre dynamique aussi, plus dynamique la démarche. Donc, voilà pour cette partie historique. Menée à bâton rompu, je vous l'accorde. Ça fait beaucoup d'informations. Je vous propose peut-être soit de reprendre des questions là, ou peut-être d'avancer, mettre en lien plus directement notre sujet. Alors, effectivement, sauf s'il y a des questions sur les BDR en eux-mêmes, mais je propose de passer au moins à l'étape suivante pour faire le lien avec le Voilà, projet et peut-être après enchaîner sur les... exactement. Ça convient à tout le monde. Merci.
Donc, partant de ce point de référence, ce point de départ, avec tous les enjeux qu'on y a mis, hein, c'est-à-dire une démarche exploratoire de recherche avec un cadre méthodologique très particulier, eh bien, par rapport à ce point de départ et le vôtre et votre démarche, l'idée était d'adapter cette méthodologie aux questions qu'on se pose aujourd'hui si on resitue nos budgets de référence sur les thématiques de fragilité et de dépendance. Donc, commençons déjà par les points qui posent un petit peu question. Donc, on va lever en travaillant ensemble au fur et à mesure de la démarche, enfin plutôt au démarrage, ce serait mieux. C'est que autant sur nos BDR historiques, on avait, je l'ai dit, des citoyens en bonne santé, on dira, et qui parlent pour d'autres, qui se projettent sur des situations type leur ressemblant. Là, effectivement, si on parle de public concerné, on va être sur des publics fragiles, voire ou dépendants. Et donc, avec cette question de la possibilité de se projeter, notamment pour les plus jeunes, puisque si on part sur l'idée qu'un senior, on a un jeune senior, c'est assez humain, il a du mal à se projeter sur les questions de fragilité ou de dépendance, en tout cas, ça sera peut-être plus difficile. Et par ailleurs, si on a effectivement des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, en situation de santé un peu plus délicate, il est plus difficile de faire participer à des protocoles méthodologiques un peu costauds, un peu lourds, des personnes en situation de fragilité ou de dépendance. Et puis, donc ça va poser très concrètement la manière d'animer les groupes et de tenir notre programme d'animation. Et puis, il y a une autre question, c'est qu'on est parti sur une question d'essence, nous, sur nos budgets historiques. Là, est-ce qu'on est toujours sur cette notion? Est-ce que on les positionne donc sur comment dire un temps d'orientation comme on l'a fait sur nos budgets historiques, c'est-à-dire que nos personnes concernées, on va leur laisser un temps la main si on respecte la philosophie de la méthodologie pour poser et cadrer la démarche, et donc il va falloir aussi peut-être leur donner la main pour formuler leurs propres questions. Comme on a nos groupes d'orientation et notre définition en ville moyenne de démarrage, là, il faudra sans doute, si on veut respecter notre démarche, leur laisser la main sur la définition de ce que pourrait être un budget de référence pour bien vieillir, pour bien vieillir, voilà, si on s'arrête là. Donc, et ce qu'ils pourront y porter, peut-être au-delà des thématiques que vous avez vous-même définies et que j'ai abordées tout à l'heure sur le numérique et autres. Donc, il y a cette question de les placer dans la démarche, leur donner la main sur ce cadre qu'on va travailler ensemble, et surtout quel curseur on donne pour définir notre démarche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de différenciation, c'est que nos groupes historiques, si je le dis vite, étaient experts effectivement de leurs propres besoins et n'avaient pas besoin d'autres savoirs que de leur mode de vie, on va dire, du quotidien. Là, on rentre sur des champs qui vont interpeller le médico-social, on va dire, si je le dis aussi vite, une offre réglementaire qui est peut-être plus difficile à manier et à s'approprier. Donc, on va rentrer dans peut-être les considérations sur l'APA, sur l'offre des CARSAT, sur les mutuelles, les EHPAD, enfin bref, des données de connaissances qui sont sans doute imparfaites en population générale et qu'il va falloir effectivement peut-être mettre à la main des groupes et parfois aussi des animateurs, puisque c'est un champ de complexité qu'il va falloir travailler. Par ailleurs, nos groupes historiques travaillaient à partir d'une offre existante. Ils n'investissaient pas le champ des possibles. L'idée, c'est qu'on ne situait pas la démarche dans la prospective. Les groupes travaillaient avec l'existant. Je dis n'importe quoi, mais la cantine en territoire, la vie sociale de MGP avec tout ce que ça peut ressortir de ce champ, mais n'avait pas à créer une offre. Voilà, si je le dis autrement. Donc, à voir effectivement si ça percute un petit peu nos enjeux, mais nos groupes historiques n'étaient pas dans la construction d'offres. Et puis, concrètement, sur ce champ de complexité, ça va poser la place de l'expertise, puisque autant dans l'histoire, nous ne convoquions les données d'enquête, par exemple, ou le savoir d'expertise que d'une manière annexe pour soit un petit peu agrémenter, enfin faire vivre les groupes ou la valorisation. Là, ça pose une autre question, c'est à partir de comment et à partir de quel moment on introduit l'expertise dans les groupes. Donc voilà, ça pose ces questions très concrètes d'animation, questions que nous n'avons pas encore, on n'avait pas de réponse, nous, de notre côté, pour le moment. Et donc, on va construire avec vous.
Après, autre point de potentiellement difficulté, c'est que autant sur l'histoire, on était très congruent, on va dire, sur les cibles et sur le champ. Là, on va interroger 3 dimensions différentes. La prévention, donc des seniors jeunes et futurs seniors avec toutes ces particularités de projection, un champ des fragilités et un champ de la dépendance. Donc, ça nous fait 3 dimensions à croiser avec 2 situations, le domicile et l'établissement. Ça fait partie de votre cahier des charges. Donc, vous voyez, on monte en complexité sur les champs et la manière dont on va situer effectivement nos configurations types avec 2 situations résidentielles différentes. Par ailleurs, il y a, on l'a évoqué au démarrage, une ambition territoriale. Donc, où est-ce qu'on va situer ces budgets ? Est-ce qu'on les situe en ville moyenne, en ruralité, en métropole du Grand Paris? Parce qu'effectivement, on part de l'intuition qu'on n'aura peut-être pas complètement les mêmes besoins selon qu'on se situe dans l'un ou l'autre des territoires. Après, là se pose la question de la temporalité. Ce que je vous ai présenté, l'histoire nous a pris entre 5 et 6 ou 7 ans parfois pour vraiment aboutir. Sur nos 3 campagnes BDR. Voilà, si on avait répliqué l'entièreté de la démarche, on est au démarrage de quelque chose de très ambitieux. Donc, il va falloir certainement adapter aussi cette dimension. Et puis après, il y a la question aussi de la méthode pour la valorisation. Selon quelle méthode? Si on entre sur des champs particuliers, par exemple l'habitat intermédiaire, si nos groupes situent, alors je ne dis pas nos couples en résidence autonomie, bon alors comment est-ce qu'on va valoriser ça dans notre budget? Bon, là encore, ça c'est un cas qui peut être relativement simple. Mais voilà, il y a la question de la valorisation et d'aller chercher les données existantes ou pas. Et puis se pose aussi finalement la manière de faire coïncider nos démarches et nos budgets. Peut-être qu'il y a effectivement des choses qui existent aujourd'hui dans les BDR retraités qui pourront être répliquées ou en tout cas inspirantes pour la valorisation de nos budgets à venir. Donc là, c'est les questions qu'on s'est posées nous quand on a commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait répondre à votre cahier des charges. On a quelques réponses quand même. Notamment pour lever les difficultés d'animation ou d'animation et de concernement, je dirais, même si le mot n'est pas très juste et beau, des personnes associées au groupe. Associer des seniors en difficulté. Alors, dans nos groupes retraités historiques, on avait quelques personnes un petit peu sourdes, quelques personnes un petit peu fragiles. Et on a eu quelques adaptations, on les a chouchoutées, on les a mis plus proches du tableau, on a eu quelques adaptations. Là, si on part sur des groupes entiers de personnes en situation vraiment, plus que de fragilité, on risque de se heurter à des problèmes de méthodologie, en tout cas d'adhésion et d'effectivité de l'animation. Donc, on a réfléchi. On est allé voir comment, par exemple, les enquêtes de référence CARE, SHARE s'y prenaient, en fait. Et pour interroger des personnes en grande fragilité, en grande dépendance dans les enquêtes de référence. Nous, on s'est inspiré aussi de notre expérience et on s'est dit que la meilleure manière de résoudre, en tout cas d'essayer de résoudre ce sujet, c'était de travailler à partir d'un proxy, en fait, c'est pas très joli non plus comme terminologie, mais d'aidants. L'idée, c'est qu'on va travailler nos groupes avec l'aide d'aidants. Alors, des aidants qu'on va bien choisir, des aidants qui sont bien évidemment concernés par la fragilité, la dépendance et qui sont peut-être pour certains encore un petit peu, on va dire, vaillants et plutôt sur la jeunesse de l'entrée dans le parcours d'âge, qui vont pouvoir s'exprimer sur leur expérience. Et donc, on va les faire se projeter sur leur situation, en tout cas d'un senior qui est tout au début de son parcours d'avancée en âge. On va pouvoir les faire peut-être se projeter sur la fragilité de la personne aidée, sur la dépendance de la personne aidée. Donc, on va servir de leur expérience d'aidant pour qu'ils puissent se projeter sur toutes les configurations, pas toutes, sur les configurations qu'on va redétailler là dans la suite, pour des couples qui seraient donc dans toutes ces catégories de fragilité, à domicile et en établissement, seul ou en couple, hommes et femmes. Donc, notre idée, c'est de s'appuyer largement sur des aidants qui sont en capacité de parler pour eux-mêmes et pour la personne aidée.
avec aussi cette idée qu'à un temps donné, si on est vraiment sur le champ de la perte d'autonomie aussi, c'est bien d'aller aussi tenter de recueillir le regard des personnes très directement concernées, donc des personnes en situation dépendante. Donc là, on s'est dit qu'à un temps donné, on pourrait réinjecter finalement le travail mené par ces aidants en groupe vers des professionnels de l'âge qui accompagnent des personnes dépendantes ou des personnes dépendantes accompagnées par un aidant pour qu'on puisse finalement aussi recueillir, notamment en établissement, ce regard sur ce panier de biens et services. Donc avec cette idée de croiser les regards sur des situations pour être le plus solide possible. Donc une des réponses, c'est finalement de s'appuyer largement sur les aidants en croisant avec le regard de personnes plus directement finalement concernées, voire directement concernées sur les questions de dépendance. Sur la question des diversités de territoires, des diversités de configuration, je crois que le choix s'impose de lui-même de réfléchir en territorial, en différentiel sur le territoire. Puisque je pense pas qu'on ait 5 à 6 ans devant nous. Donc, en réfléchissant avec les collègues et avec l'expérience des BDR antérieure, on s'est dit qu'on allait partir sur un point de départ qui serait calé sur, on va dire, d'une part, les invariants en termes de besoins et les variations, puisque les BDR tels qu'on les a menés, effectivement, il y a des différences territoriales, mais il y a un socle d'invariants. Par exemple, l'alimentation qui doit être équilibrée pour tout le monde, des questions qui ne se rediscutent pas en territorialité, pour garder cette logique, ne travailler que sur les spécificités de territoire. Donc, ça nous donnera l'occasion, finalement, d'aller plus directement sur les territoires. Donc, les fameux groupes d'orientation pourraient à la fois servir permettrait d'embarquer, effectivement, dans la démarche nos personnes concernées et les rendre, on va dire, experts de cette démarche et les positionner en décision. Et puis, de profiter de ces groupes qui vont construire les définitions et de s'assurer, nous, que finalement, d'un groupe d'orientation à un autre, que ce soit en ville moyenne ou en ruralité, on a un socle d'invariants. De pouvoir ensuite travailler uniquement, finalement, les spécificités territoriales dans nos groupes de discussion. Là aussi, il nous semble délicat d'avoir 15 groupes de discussion. Donc, on aurait 4 groupes de discussion répartis selon le niveau de fragilité par territoire, ce qui nous permettrait de croiser effectivement les enjeux territoriaux uniquement sur des questions de spécificité. Là où on avait 3 groupes de validation, on se dit qu'un groupe de validation des arbitrages des aidants pourrait être suffisant à croiser avec des entretiens individuels aidants ou professionnels et personnes aidées. Donc, le cœur de la méthodologie, ce serait ce découpage pour toute la question de l'argumentaire et des discussions. Sachant que si on résume un petit peu les choses, même si ça fait beaucoup d'informations, je suis désolée, c'est un petit peu sombre sur le graphe, c'est qu'on aurait un séquençage qui s'étalerait, qui commencerait à peu près maintenant, et qui s'étalerait sur 2025, avec 3 temps forts. Un premier temps d'exploration, de stabilisation méthodologique, parce que vous l'aurez compris, pour le moment, on a plus de questions que de réponses sur la manière de faire. Donc, il faut qu'on continue à se poser des questions, nous, en termes de méthodologie. Et c'est là, effectivement, comme évoqué Mathieu, qu'on aura certainement besoin de vous pour travailler l'offre, pour répondre à certaines questions que l'on se pose sur la manière d'aller animer ces groupes et de les alimenter. Donc, on a quand même un temps assez long, on va dire d'ici septembre, pour caler finement la méthodologie. Question cruciale, par exemple. Alors, à l'épreuve, après, j'insiste, hein, on est sur une démarche qui est quand même très exploratoire et très intéressante et très riche. Par exemple, la durée des groupes, on n'a aucune idée si effectivement ça tient en 5, 6, 7 heures et comment on doit s'y prendre. Est-ce qu'on arrivera à couvrir par exemple toutes les dimensions? Bref, donc un certain nombre encore de questions méthodologiques qu'on va essayer d'aplanir avec le comité scientifique, avec vous d'ici l'été et un petit peu sur la rentrée. Et normalement, on devrait être prêt pour installer et réaliser, donc au final, 7 groupes de consensus, donc 2 groupes d'orientation, 4 groupes de discussion et 1 groupe de validation de la rentrée à la fin de l'année.
peut-être en dépassant un petit peu sur janvier ou février. Et là, cette étape-là nous permettra est destinée à établir ces fameux paniers de biens et services. Très concrètement, on aura des paniers selon les configurations évoquées en dessous, avec les dimensions qu'on se sera données, donc celles que vous évoquiez au démarrage, peut-être aussi d'autres, à voir comment effectivement ces groupes d'orientation pourront réagir. Et puis, un temps de valorisation et de finalisation des arbitrages qui est plus énoyé dans le temps. Parce que la séquençage valorisation, là aussi, j'ai évoqué la chose, on ne sait pas encore complètement comment on s'y prendra et en fonction des dimensions du panier qui seront ressorties. Donc voilà, une démarche qui est à la fois dimensionnée dans le temps, on a essayé d'être le plus optimisé possible, mais quand même un petit peu longue et qui nécessite des temps bien distincts dans l'approche. J'avance. Et puis après, on a presque fini, je vous rassure. En termes d'organisation du projet, donc c'est ce que je disais un petit peu sur le calendrier pour vous donner à voir un calendrier que j'ai indiqué prévisionnellement, qu'on essaiera de garder bien évidemment au mieux, avec une phase à partir de maintenant jusqu'à aller à la rentrée pour bien caler toutes les questions méthodologiques qu'on a encore avec vous, avec le comité d'experts, avec le comité de pilotage, pour partir sur un process et un protocole méthodo à la rentrée et déployer nos fameux groupes. Donc, je rappelle, 2 groupes d'orientation pour savoir comment on embarque les groupes et comment eux-mêmes prennent la main sur la définition qu'on se propose à donner à ces budgets de référence et l'orientation qu'ils se promettent, qu'ils donnent et la coloration finalement de la démarche donnée au groupe, avec cette idée qu'il va falloir un temps donné aussi statuer sur les grandes dimensions à travailler, donc les 6 grandes. Est-ce que ce seront celles-ci? Est-ce qu'on laisse le choix au groupe de les retoucher, de les adapter? Voilà, donc on a 2 groupes d'orientation, 4 groupes de discussion par niveau de fragilité et territoriaux et un groupe de validation. Donc, ce qui nous amène à fin d'année, début d'année. Et puis après, à nous, à charge de bien s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut dans nos paniers, réfléchir à comment on va pouvoir séquencer tous ces paniers et vous en rendre compte. Donc, une phase de stabilisation de ces paniers. Et puis, on rentre ensuite dans une phase de valorisation qui démarrait plutôt en mai 2025, ce qui nous amène un petit peu loin pour stabiliser économiquement ces paniers. Et puis revenir vers les groupes pour avoir un arbitrage final si on s'en tient à la méthodologie de départ. Et à chaque fois, alors il y a un jeu savant d'étoiles, de petits points, de ronds, de triangles. À chaque fois, on essaie de travailler, de garder contact avec vous, mais à bon escient. Donc je vais y arriver dans la slide d'après. L'idée, comme l'a dit Mathieu, c'est pas de vous solliciter sur tous les sujets tout le temps, c'est de vous mobiliser votre expertise le mieux possible et la manière la plus adéquate possible. Donc, en fonction des sujets, des soucis, ce serait de vous mobiliser sur des sous-groupes de travail périodiquement, donc les indiquer là, de manière tout à fait très indicative, mais bon, l'idée, c'est de ne pas vous solliciter de manière trop récurrente et régulière. Le comité d'experts ne nous lâchera pas tout au long de la démarche, et puis on aura effectivement des comités de pilotage et des points d'équipe projet avec Mathieu, Marine et nous-mêmes régulièrement. Et voilà, donc l'idée du qui fait quoi, donc vous, important pour toute notre expertise thématique. On évoquait tout à l'heure le savoir des experts, donc là on aura besoin de vous pour définir l'offre, pour voir comment on peut animer ces groupes, nous faciliter éventuellement l'approche terrain, soit par, même si on passera par des recruteurs spécifiques sur des terrains spécifiques, peut-être que vous pouvez être relais de notre démarche auprès des personnes que vous avez chez vous, des seniors qui pourraient être intéressés, ou une entrée dans certains établissements si on a à travailler effectivement sur les questions de dépendance. Et puis vous contribuerez à l'orientation aussi du projet, on vous sollicitera sur les grandes orientations. Un comité d'experts, parce qu'on a 2 sujets en fait pour nous sur cette démarche. C'est à la fois être solide d'un point de vue scientifique, puisque l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur nos BDR historiques, de respecter un certain nombre de conditions scientifiques, pour que le travail soit solide. L'idée, c'est de pouvoir valoriser ce travail, de pouvoir s'appuyer sur ces travaux. Donc, on a, nous, à préserver
la démarche scientifique et historique quelque part. Et puis, on a aussi besoin d'avoir, certes, on connaît les seniors, mais on n'est pas expert sur tous les champs. Et donc, il faudra aussi aller chercher des experts en géronto, des experts du vieillissement pour s'assurer que nous ne commettons pas ou n'oublions pas un certain nombre de points importants. Et puis, il y a la question, j'ai évoqué déjà, de la valorisation des résultats. Et puis, un comité de pilotage qui sera là pour prendre des décisions, parfois peut-être, je ne pense pas, mais difficiles, trancher certains sujets pour qu'on puisse avancer de manière opérationnelle. Voilà, à grands traits, l'histoire, le futur et la manière dont potentiellement on va travailler ensemble. Et les prochaines étapes, pardon, j'ai pas encore fini, j'ai encore une petite slide parce que l'idée c'est qu'on commence assez vite. De juin à septembre, on va travailler à tout ce qu'on s'est dit. Donc, identifier et documenter les grandes catégories de besoins liées à la fragilité et à la perte d'autonomie. Donc, on va regarder ce qu'on a déjà en boutique dans l'histoire. On va aller chercher la documentation sur les sujets et thématiques qu'on a évoqués. Et puis, on va commencer à se projeter dans l'animation des groupes. On va mettre, comme évoqué Mathieu, très directement maintenant en place un comité d'experts assez restreint. L'idée, c'est de ne pas monter une usine à expertise, mais aller chercher les bons experts au bon moment. Et puis, on va vous consulter. Voilà, donc le temps de lancer un petit peu les choses. On va vous consulter sur chacune de vos expertises pour essayer de comprendre l'offre existante, puisque je l'ai dit, on connaît bien les seniors. Il y a peut-être un certain nombre d'offres que nous ne connaissons pas aujourd'hui et qui nous permettront d'alimenter et d'orienter, enfin pas d'orienter, mais d'alimenter les groupes à bon escient. Voilà, et nous, on mènera des entretiens bilatéraux avec vous, avec les experts, pour vraiment rentrer dans le concret de ces sujets. Là, j'en ai vraiment fini. Merci, merci Elodie. Merci pour la présentation. Bon, écoutez, voilà un peu aujourd'hui la vision un peu globale du projet. Je pense qu'il faut être globalement assez humble dans le sens où on s'appuie sur une méthode, les budgets de référence, qui est connue, maîtrisée de la part de Credoc, et c'est pour ça d'ailleurs que Elodie l'a présenté en long, en large, en travers. Mais au-delà de tout ça, maintenant, on va au-delà, c'est-à-dire que ça reste quand même une méthode un peu expérimentale pour y arriver, entre guillemets, sur l'expression des besoins, des attentes, les paniers de services, puis ces délais de référence autour d'un public qui, lui, n'a pas été ciblé dans le cadre de cette méthode. Donc, effectivement, l'ensemble des complexités liées à la typologie de public euh, rend l'approche de fait expérimentale. Donc, effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit assez humble par rapport à ça, et c'est d'ailleurs pour ça on a créé ces différents comités techniques, scientifiques et de pilotage, bien sûr, pour le projet. Vraiment, si je résume en trois lignes, hein, je pense que, et Elodie, arrêtez-moi si je me trompe, d'ici juillet, on est au clair sur la littérature, l'état de l'art, et puis globalement le fil conducteur des groupes de travail. Vous serez associé à cette phase. Ensuite, de septembre à janvier-février 2025, les groupes auront été constitués et écoutés, entendus. Il y aura eu les groupes de travail, les focus group auront été réunis. Donc là, on aura la matière, très concrètement, début 2025. L'enjeu des paniers de biens et services entre février et mai 2025, et puis de mai à octobre, les différentes valorisations jusqu'au budget de référence. Donc, sur ces différentes phases, vous serez bien sûr associés. Peut-être euh, un autre point par rapport à la typologie de territoire. Effectivement, l'idée était comme vous l'avez dit, Élodie, hein, d'avoir peut-être deux typologies de territoire éloignées pour avoir les grandes tendances, sans vouloir anticiper sur les résultats obtenus. Mais l'objectif reste quand même au-delà. Il y a quand même une réflexion derrière sur le fait d'aller étudier les points intermédiaires, les villes moyennes, le périurbain, voire les territoires ultramarins. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours. On verra bien ce qui va ressortir de la première phase, mais on est sur la deuxième convention de Trianon avec la CNSA. Alors, Marine est partie, mais j'ai bon espoir qu'il y en ait une autre. Donc, effectivement, il y a toujours une ouverture là-dessus. Et donc, voilà les différents points. Je pense que le sujet des aidants, on remarque, hein, est vraiment, vraiment central. Aujourd'hui, on va solliciter des aidants qui seront eux-mêmes pour beaucoup seniors. C'est-à-dire un aidant sur deux aujourd'hui auprès de seniors est lui-même ou elle-même senior. Donc, il y a un vrai sujet autour de cela. Donc, je pense que c'est un vrai point important. Et puis, en termes
de fonctionnement avec ma casquette Francine Eureco, il est très clair que à travers l'investissement que vous allez nous accorder dans le cadre de ce projet, l'intégralité des structures membres du comité technique auront accès aux informations, aux données dans leur intégralité. Voilà, c'est un point que je voulais préciser lors de ce point introductif. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Elodie, pour cette présentation. Je ne sais pas si euh, Franck ou Marianne avaient des compléments, et puis sinon, la parole est libre pour commenter, interroger, compléter, suggérer. Et n'hésitez pas à vous présenter avant d'intervenir, s'il vous plaît, pour qu'on on sache bien qui est qui. Pas de complément de mon côté. Bonjour à tous. Franck Lehéguet, donc travaillant au Credoc sur les questions de ces seniors. Par contre, prêt à répondre aux questions s'il y en a. Je vois que Gérard lève son stylo. Oui, oui, ben, je suis en général bavard et je pose des questions. Alors, Gérard Enja, je travaille à l'ECF, mais je suis à la base chercheur en sciences de l'éducation. Et puis, les questions, ce type d'études m'intéressent tout particulièrement, notamment d'un point de vue méthodologique. Donc, j'aurai des questions sur la méthodologie un petit peu. La première serait, est-ce que, je vais les poser rapidement, hein, est-ce qu'en parlant de biens et de services, en adaptant une méthodologie qui était adaptée à un public et en l'adaptant à un public senior, on risque pas de passer à quelque chose, à côté de quelque chose en réduisant l'autonomie à des biens et des services matériels? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à une autre façon de considérer les biens et les services? Ça, c'est la première question. La seconde, dans la définition des termes besoin, autonomie et le troisième, c'était besoin, service, autonomie. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement là aussi interroger les seniors eux-mêmes sur ce qu'ils mettent derrière besoin? Parce que c'est très compliqué cette question des besoins. Vous avez d'ailleurs employé une fois le mot souhait, besoin. On pourrait rajouter le mot désir. Enfin, il y a sans doute lieu de penser à la définition de ces termes et peut-être la définition que eux en donnent plutôt que la définition qu'on plaque nous dans notre position. Ça, c'était la seconde remarque. Trois, j'ai dit la question des aidants. Alors, j'ai un petit doute sur la place des aidants, mais je pense que vous avez bien dû réfléchir parce que je considère quand même que le senior, s'il est encore en projection d'être autonome, il faut aussi qu'il puisse être autonome dans la parole qu'il va donner. Et la parole de l'aidant, c'est pas la parole du senior lui-même. Hein. J'ai accompagné ma mère, on aurait eu des discours totalement opposés. Et quelle aurait été la légitimité du mien par rapport au sien à ce moment-là? Donc, je pense qu'il y a quand même lieu de bien réfléchir ça. Et toute dernière, cette fois-ci, la séparation en panier, autant elle est légitime pour des publics aussi plus jeunes, autant le bien-être ou le bien-vivre ou l'autonomie des seniors, c'est pas seulement des paniers, c'est la coordination de différentes choses à l'intérieur des paniers qui fait que même quand il manque quelque chose, ça peut être compensé, quoi. Donc, ça fait beaucoup de questions. Merci Gérard. Peut-être au vu du nombre de questions, est-ce que vous voulez peut-être apporter des éléments de réponse avant de donner la parole à Ça fait beaucoup Catherine? de questions. Sur les besoins, c'est le cœur de la démarche, c'est à eux de les définir. Donc, quel que soit le mot, et d'où l'importance de ces groupes d'orientation, hein, c'est qu'ils construisent eux-mêmes la définition. C'est-à-dire que nous, on est aucunement dans la prescription. Donc, ces groupes d'orientation, ils portent bien leur nom, c'est de confier aux seniors le soin d'orienter la démarche. Donc, de définir le niveau de besoin, de définir le périmètre. Qu'est-ce qu'ils y mettent? C'est un peu ce que j'essayais de dire sur les grandes thématiques d'entrée. Peut-être qu'ils nous proposeront d'autres choses. Comme vous le dites, la coordination des aides autour d'eux, j'en sais rien, je reformule comme ça, ou le fait d'avoir plus de soignants autour d'eux, je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, voilà, ils sont au cœur de la définition, donc ils vont construire eux-mêmes les choses. Sur la question des aidants, oui, tout à fait. Après, sur la question de la dépendance, on a bien réfléchi. C'est pour ça on peut pas tenir, là, je sais pas, on peut pas tenir des groupes trop importants, trop longs, avec des personnes qui sont trop en difficulté vis-à-vis de la santé, d'où l'idée d'aller croiser avec effectivement le regard des professionnels ou des personnes directement
concernés, hein, mais dans un cadre aménagé. On ne peut pas monter des groupes pertinents, ou alors c'est un autre choix, si on peut aller dans ce sens-là, mais en réduisant très largement la voilure de l'interrogation. Et par ailleurs, le regard de l'aidant, même si j'entends bien qu'on aurait des discours différents parce que la plupart du temps, les aidés sous-estiment le besoin, hein, enfin, ils ne sont pas complètement sur le même regard, le même vécu. L'aidant contribue largement comment dire, à la qualité de vie de l'aidé, et c'est vraiment des points de vue qu'on doit croiser. Donc, on a essayé dans la méthodologie d'avoir ce croisement. Mais effectivement, c'est peut-être le dosage qui est à voir ou à réfléchir. Mais on est parti en tout cas sur cette idée. Zut, j'en ai oublié 2, je pense. Oh, non, peut-être pas, parce que vous y avez répondu indirectement. Sur le panier, l'idée de coordonner Oui, éventuellement, voilà, donc vous y c'est vrai avez... qu'on est très ancré sur un panier de biens et services, dans les services, à voir ce qu'on y met. Mais on n'est pas uniquement dans le matériel. Ok. C'est par exemple la vie sociale. Sur le BDR historique, on a tout un volet, tout un chapitre sur ce qu'il faut, le niveau voilà, nécessaire pour vivre décemment, participer à la vie sociale, aller voter, avoir des amis, etc., etc. Donc on est aussi sur l'immatériel quelque part. Ouais, je me permets juste effectivement un mini complément. Effectivement, le lexique autour des attentes, des besoins, les batailles autour des termes est relativement importante, mais y compris au sein de la filière, c'est-à-dire que besoin, attente, souhait, envie, les gens on se bat toujours autour Alors, des termes. Donc honnêtement, je suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui le bon terme. Hein. Peut-être qu'on l'aura à l'issue alors de l'août. Mais si on se cale sur la méthode, Mathieu, si on l'a, parce que c'est un socle minimum, hein, donc c'est un besoin. On n'est pas sur de l'envie, du luxe, enfin si je reformule, hein. oui, On mais a oui. mis, nous, 5 ans à leur dire qu'on était sur un curseur qui n'était ni le luxe, ni la survie, et on était bien dans le besoin. Donc on Non, est mais je sur veux dire, un minimum oui, d'attente. je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai que par rapport à peut-être ce qu'on va récupérer avant de l'interpréter, mais c'est vrai que l'expression obtenue dans le cadre des groupes peut aller jusqu'aux souhaits, aux envies. Bref, c'est ça que Oui, tout je à voulais fait. dire. Et peut-être sur la partie aidant, je l'ai dit en introduction, notre enjeu, c'est quand même d'éclairer la décision, qu'elle soit publique et privée. Il y a même des acteurs privés, on l'espère, qui pourront s'inspirer des travaux pour concevoir leurs produits et services demain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue quand même beaucoup du B2B vers un B2B2B. C'est-à-dire on essaye comme quelque part d'avoir un discours qui est tourné vers les aidants pour ensuite que ce service, ce produit serve aux seniors eux-mêmes. Donc il y a cette logique-là derrière aussi. C'est comment quelque part évaluer les attentes, la vision des aidants eux-mêmes pour voilà, pour essayer de les capter et d'avoir des produits qui leur correspondent également. Et puis oui, une réponse sur la partie inclusion sociale, elle est extrêmement large, effectivement. Moi, je mets toujours un peu derrière cette lutte contre l'invisibilisation, quelque part, l'implication dans la vie de la cité, les mandats électoraux, l'implication dans l'associatif, ça va vraiment très loin. Elle est extrêmement large, cette brique-là. Peut-être trop, on verra comment on l'abordera, mais elle va loin, voilà, dans des services non marchands, une implication simplement sociale. Enfin bref, ça va extrêmement loin. Euh, J'espère qu'on a été clair, qu'on a apporté des réponses. Parfait, merci. Euh, Catherine Lopez. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment une superbe initiative et une superbe méthodologie. Alors moi, je vais rebondir sur les différentes, enfin sur votre présentation et puis sur les différentes interventions. Si on revient sur cette idée, vous parlez du socle minimum, hein, j'entends bien. On ne part pas de rien parce qu'il existe déjà dans l'accompagnement, enfin, les services existent déjà dans l'accompagnement. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant, et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas tout ce qui se fait est bien, il ne s'agit pas de revenir, mais on peut faire mieux. Et donc, c'est intéressant de travailler avec les groupes sur la projection de qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Il existe déjà des services, des accompagnements, tout ça s'inscrit de manière très méthodologique à l'intérieur de l'APA, qui répond à un accompagnement bien précis. Mais ça, aujourd'hui, voilà, comment un groupe de personnes aujourd'hui autonomes peut se projeter? Est-ce que cet ensemble de services, ça répondrait à la manière de se projeter si on perd si on perd un peu beaucoup d'autonomie?
Voilà, je pense qu'au niveau des groupes, il y a un vrai travail de projection à faire ce qui n'est pas évident, vous l'avez souligné, c'est clair, mais bon, là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et puis l'autre point aussi sur les services, donc tout effectivement n'est pas matériel, notamment sur l'isolement. Voilà, on peut faire de l'accompagnement, être présent, des activités, accompagner les personnes sur des... et ça, aujourd'hui, dans l'accompagnement, on a un vrai... on manque d'observation, d'indicateurs. Comment on mesure l'impact que ça peut avoir et justement sur le budget de référence, c'est assez, ça peut vraiment être utile pour le secteur de l'autonomie pour essayer d'avoir une évaluation et voilà, comment on mesure, parce qu'aujourd'hui, une des problématiques du secteur, je vais essayer d'être claire, c'est de dire, euh, quand on accompagne une personne à domicile, aujourd'hui, le coût est évalué à temps et en réalité, on se dit, bah non, c'est pas un coût qui est juste. Comment voilà, quels sont les indicateurs pour établir la justesse d'une heure d'accompagnement avec quel type d'accompagnement? Ça, c'est assez. Donc là-dessus, je pense que ce travail pourrait vraiment nous aider. Et enfin, je vais en terminer sur la typologie des territoires. Justement, sur la lutte contre l'isolement, il y a un vrai impact et des différences en fonction des territoires. L'accompagnement sur l'isolement ne va pas du tout être pareil dans un environnement très rural où on est obligé, voilà, que dans un environnement urbain où c'est plus facile de créer des liens autour d'établissements collectifs, par exemple, qui pourraient ouvrir leurs portes à des personnes qui sont à domicile. Enfin voilà, il existe des expériences qui sont très intéressantes et effectivement, les coûts ne vont pas être les mêmes suivant les territoires. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà les petites remarques comme ça assez rapides. Élodie, Franck, je sais pas si vous voulez répondre C'est ou sûr que rebondir. l'isolement, ça va être, et la médiation, c'est quelque chose qui va être, qui va revenir, enfin, qui va sortir, j'imagine, notamment dans les groupes d'orientation, et qui sera, en termes de réponse et d'offres, très différente d'un territoire à un autre, c'est sûr. Et ce qu'on touchait sur l'immatériel, je pense qu'il y aura une bonne part aussi des retours sur les besoins, sur justement la part de ce qui se passe quand on a une heure d'accompagnement et la partition entre l'aide humaine et le relationnel et l'immatériel. Donc, il y aura certainement des discussions autour de ces sujets, c'est sûr. Oui, et puis Merci. pardon, je me permets juste de rebondir parce qu'effectivement, sur l'accompagnement, aujourd'hui, la manière dont c'est appréhendé, c'est à travers le soin. C'est-à-dire, voilà, vous êtes en perte d'autonomie. C'est ça qui est analysé, c'est que vous êtes en perte d'autonomie, donc on vous accompagne sur le ménage, bon, voilà, je ne vais pas lister tous les items qui sont liés à l'APA, mais aujourd'hui, peut-être que la valeur ajoutée de ces groupes de travail, euh, c'est au-delà de ça, qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qu'on considère comme étant des services nous permettant de bien vieillir, au-delà de cet accompagnement nécessaire quand on n'arrive plus à faire les choses par soi-même. Et ça rejoint l'isolement parce que du coup, il y a effectivement pas mal d'accompagnement en termes de relations sociales et de... Oui, effectivement, ce point-là, il est assez important et je m'apprêtais à rebondir sur la notion de socle minimal. Ici, on parle bien d'un socle minimal pour bien vivre ou bien vieillir, ce qui n'est pas la même chose qu'un socle minimal dans une logique de survie. Donc, on n'est pas uniquement sur l'hygiène, l'alimentation, l'approvisionnement, etc. On est aussi sur avoir une vie sociale, être heureux. Et donc ça, ces dimensions-là, elles sont vraiment au cœur du projet des BDR et elles s'éloignent finalement de la notion un peu usuelle de socle minimal. Et c'est par ailleurs pour ça d'ailleurs que le deuxième pilier parle d'aménagement des territoires et de mobilité, puisqu'on pourrait, je pense, faire venir tous les services à soi, pratiquement, enfin entre guillemets, un grand nombre de services à soi à travers de la mobilité inversée ou des services à domicile. Mais il y a tout un enjeu quand même de mobilité maintenue le plus tard possible, le plus longtemps possible, pour aussi aller vers les services et avoir des interactions sociales. Enfin, je pense qu'il y a un point, je vois Gérard, je vois Stéphanie, Alice qui sont connectés de l'UTP. On a un vrai enjeu très fort, à mon avis.
finalement, on parle de numérique en tant qu'approche transverse, mais la mobilité est pratiquement est transverse également, finalement, dans l'approche des cinq piliers. Donc, c'est un point qui sera grandement abordé. Jean-Pierre Aquino. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, je confirme que la méthodologie est tout à fait remarquable et Madame Lopez l'a très bien dit. Le deuxième point positif, c'est un raisonnement qui est enfin logique et pertinent, c'est-à-dire on raisonne à partir des besoins et on ne raisonne pas à partir de l'offre. Combien de mises à disposition sur les territoires ont été structurées à partir de l'offre sans prendre l'avis des usagers et on s'étonne après que ça ne coïncide pas avec une réponse aux besoins. Donc là, il y a bien évidemment une grande pertinence qui est à souligner. Mais il y a une question que je me pose et qui est une question de professionnels de terrain et que tous les professionnels du secteur sanitaire ou médico-social connaissent. Il y a un besoin clairement identifié, qui est identifié par des professionnels sur le terrain. Il y a une offre qui a été structurée et remarquablement structurée, mais la personne ne demande rien, voire même elle s'oppose à la proposition qui est faite alors que le terrain est idéal, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a donc là une partie non négligeable à mes yeux, qui est comment peut-on transformer un besoin en une demande pour bénéficier de l'offre qui est présente sur le territoire. On touche là un sujet extrêmement sensible et qui rejoint un peu le commentaire de Madame Lopez, à savoir être en mesure de se projeter dans l'avenir. Il y a un sujet que je connais bien qui est celui de la prévention. L'une des grandes caractéristiques des personnes qui n'utilisent pas la prévention, ce n'est pas la seule, mais c'en est une, c'est leur impossibilité de se projeter dans l'avenir. Donc, j'aimerais personnellement, je ne sais pas si c'est du domaine du possible sur le plan méthodologique, mais qu'on intègre cette démarche de transformation d'un besoin en une demande qui permettrait effectivement au final de bien vieillir, puisque c'est bien l'objectif que nous recherchons. Et sur bien vieillir, puisque le terme a été cité, un dernier commentaire. Pour moi, bien vieillir, ce n'est pas l'hypertension artérielle stabilisée. Bien sûr, c'est intéressant, c'est important, ne faites pas dire le contraire. Mais pour moi, la démarche, elle doit être médico-psychosociale et environnementale. Bon nombre de travaux actuellement sont publiés récemment, un rapport de la Cour des comptes sur les effets de la canicule sur le vieillissement. Il y a un travail soutenu par la CNSA sur l'autonomie décarbonée. Autant de sujets qui ne sont pas pour dire oh, l'écologie c'est important, mais simplement parce que c'est une réalité de terrain et qu'il faut l'intégrer, me semble-t-il, dans un programme beaucoup plus large, beaucoup plus holistique de réponse aux besoins de la population qui vieillit. Donc voilà quelques commentaires que je voulais faire. Merci en tout cas. Je ne sais pas si Élodie, Franck voulait apporter les éléments. Alors, sur l'écologie et l'impact de l'environnement psychosocial, c'est sûr, notamment sur le logement, par exemple. Là, ça sera une question. Pour bien vieillir, est-ce qu'il faut un logement adapté, climatisé ou autre? Et puis après, sur la transformation du besoin la non-expression du besoin vers l'offre. Là, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de ce qu'on a pu faire et travailler, donc ça mérite réflexion sur l'intégration possible dans l'animation, dans le but recherché, etc. Mais on prend note. Moi, juste pour compléter, et ça rejoint un peu des travaux qu'on a pu mener en 2023 notamment. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du logement, on parle d'adaptation du logement. On se cantonne de moins en moins à l'adaptation au vieillissement égale détection des chutes, prévention des chutes, bref, ou voilà, en tout cas, éviter le plus possible les chutes ou autres. On évolue vers un enjeu de confort de vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de manière assez naturelle, les besoins vont couvrir des réalités environnementales actuelles. Encore une fois, Élodie, vous l'avez dit, les gens sont experts de leur propre situation. Je pense qu'on a traversé quelques périodes relativement chaudes à nos domiciles. C'est ce que d'ailleurs, oui, c'est ce que dit ce rapport de la Cour des comptes. Hein. Et effectivement, je pense que dans ces besoins exprimés,
à mon avis, je prends l'exemple du logement parce qu'on l'a traité au sein de la filière il n'y a pas longtemps, l'enjeu du confort de vie en général va arriver, je pense, et donc on va traiter ces enjeux-là. On est sur des personnes plutôt fragiles qui sont les premières exposées à ce type de difficultés. Donc j'ai bon espoir en tout cas que on puisse à travers l'expression de leurs besoins, leurs besoins, restons sur ce mot, couvrir l'ensemble des enjeux, notamment liés à l'environnement. Et je pense que la force, euh, quelque part, c'est que ces phénomènes sont plutôt récents. On voit bien, nous on l'a vu, on avait fait une étude avec l'IFOP l'année dernière. L'échantillon avait été questionné 15 jours après les phases de température élevée. Ben, ce sujet-là était quand même remonté un petit peu dans les items qui étaient les priorités pour l'adaptation de logement. Il y a une influence quand même, je pense. Et donc, moi, j'ai bon espoir qu'en tout cas, cet enjeu-là soit intégré euh, dans l'expression des besoins. Pour rebondir sur ce que Jean-Pierre Aquino disait sur la transformation du besoin que nous, en tant qu'expertise, on peut dire, OK, il existe un besoin, on le demande. Ben, c'est tout l'enjeu des groupes, c'est de voir si eux, justement, estiment que à Minama, pour vieillir décemment, il faut que ils demandent, enfin, ils ont besoin de tel élément, donc c'est un besoin exprimé à l'arrivée. Et il y aura sans doute un travail à faire un moment après la spontanéité de leur demande, peut-être à voir, hein, là je parle vraiment sous tout contrôle, Élodie, d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas apparus et qui nous semblent surprenants. Il y aura peut-être nécessité d'aller à la question en disant, et ce besoin-là, qui est communément attendu, exprimé en général par les professionnels. Vous n'en avez pas parlé, ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là, et on verra comment il se positionne. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la projection dans l'avenir. Ben, ça, c'est un vrai point qu'il faut qu'on éclaircisse parce que, en effet, on va avoir des gens qu'on va prendre à un moment donné. Bon, ils vont sans doute, comme on parle du bien vieillir, l'imaginer en dynamique. Et donc, ce qui est vrai quand on a 65, 75, 85, 95 ans, c'est pas la même chose. Donc, il y aura cette notion à un moment à préciser dans la méthodologie de comment on intègre cette projection dans l'avenir. Est-ce que c'est leur situation actuelle aujourd'hui qui nous intéresse ou est-ce que c'est aussi la situation actuelle, mais avec l'idée que demain, ça se passe bien pour eux, quoi, en termes de vieillissement. Avant de donner la parole à Laure, Gérard, tu levais un peu la main, je ne sais pas si vous voulez compléter ou... Parce que je n'arrive pas à mettre la main. C'est simplement pour dire, dans tous les domaines de la mobilité, aujourd'hui, cette question se pose et elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on va directement de la solution vers la demande et le besoin. Donc, on inverse le processus, mais même quand on le met dans le même ordre, comment ça s'articule les deux? Il y a un mot qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, il a été employé. On a employé une des versions, c'était accompagnement, mais c'est aussi éducation. Et l'éducation ne concerne pas que les jeunes. L'éducation, c'est apprendre et changer. On peut le faire à tout âge. Hein. Donc, il y a sans doute aussi ce versant-là qui fait aussi partie des choses immatérielles qu'il faudra arriver à construire. C'est ce qui va mettre de l'huile dans les rouages pour mettre les choses dans le bon sens. Tout à fait. Laure Delaire. Et tous. Donc, Laure Delaire, moi, donc, je me présente, déjà, je vais commencer comme ça. Donc, directrice adjointe à la direction de l'engagement à la Massif, donc mutuelle du groupe AMA. C'est à ce titre-là que je suis ici. Mais en réalité, j'ai eu des bouts de réponse quand même depuis à ma question, mais ça me permet peut-être de poser une question sur la méthodologie. Déjà, merci beaucoup pour la présentation détaillée parce que même si je la connaissais de réputation, je ne la connaissais pas vraiment. Donc, comme ça m'éclaire mieux. Et notamment, moi, je me posais cette même question de l'imagination, enfin, de la projection, de l'imaginaire dynamique, notamment parce que c'est vrai que dans l'expression de besoin, là, si je regarde un peu avec la casquette d'assureur, on voit bien que la culture du risque, elle n'est pas toujours très forte, que avoir conscience des risques futurs, etc., c'est pas quelque chose d'évident. Donc réfléchir ses besoins
par rapport à des choses dont on n'a pas forcément conscience quant à l'avenir, c'est pas toujours la chose la plus simple. Et je m'étais dit en écoutant la méthodologie que finalement ça pouvait se régler quelque part avec cette idée de la vision éclairée par des institutionnels, des experts, etc., de ces groupes d'orientation. Mais ce que je n'arrive pas bien à comprendre en fait dans la méthodologie, c'est à quel moment en fait dans l'expression des groupes de personnes qui sont experts de leur situation, ils arrivent finalement à avoir cet éclairage pour exprimer précisément leurs besoins. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question, mais c'est à quel moment se fait en fait la rencontre entre l'expression du besoin des experts d'eux-mêmes et finalement l'éclairage que peuvent apporter des experts, des institutionnels sur la situation. C'est dans la méthode, j'ai pas vu, j'ai pas très bien compris à quel moment ça se fait. Voilà, c'est surtout ça ma question, mais le reste a été posé et bien répondu. Alors, historiquement, l'expertise elle intervient à différents points et notamment là où on en a besoin. C'est-à-dire que là, c'est la grande différence avec ce qui va nous occuper, ce qui nous a occupé, c'est que le champ de l'expertise était entre guillemets plus réduit, même s'il était très présent dans l'accompagnement des groupes, parce que par exemple, je dis l'exemple de la garde d'enfants, par exemple, quand en ruralité, on a du mal à statuer sur la garde d'enfants. Il faut une donnée d'enquête pour dire que c'est plutôt l'assistante maternelle. Bref, donc c'était juste des points de précision sur une connaissance D'accord. qui était bordée. Là, la grande différence, c'est qu'on est sur des champs de complexité que nous n'avions pas avant. Et moi, on suppute que l'expertise aura plus de place et aura un rôle différent. Mais on les éclairait juste pas pour, pour éveiller leur conscience, on les éclairait sur des points de détail techniques qu'eux-mêmes n'avaient pas. Je formule mal, mais c'était voilà, on est allé chercher des données d'enquête, on est allé quantifier pour eux un certain nombre de choses qui étaient pour le commun des mortels trop compliquées à faire. Mais là, l'expertise aura une autre place et les projeter, c'est tout ce qu'on a, les questionnements sur la prospective. Nos groupes ne travaillaient pas en prospective ni en projection autre dans le temps ou dans le futur. On les situait sur un cas type qui était en correspondance avec leur vécu. Mais c'est une vraie question de projeter nos seniors surtout sur les questions de prévention ou sur la suite et encore plus d'injecter des choses pour les faire travailler dans leur imaginaire ou la prospective. C'est un point de différenciation très fort que nous n'avions pas dans la démarche initiale. Même si l'expertise arrivait très vite, c'est-à-dire dans l'orientation, on leur a donné quelques données peut-être pour pouvoir se projeter. Dans les discussions, pour faire avancer les discussions et argumenter sur un... Mais ça n'allait pas au-delà en fait. Là, on suppute que, mais comme sur les questions d'écologie, où les clivages idéologiques sont plus importants, où la méconnaissance est aussi plus importante, on aura aussi, nous, les mêmes questionnements. Donc, voilà, on n'est pas encore calé sur le niveau d'expertise, le contenu d'expertise et son intervention. C'est un vrai sujet. Ça marche. Merci. Juliette Perchepied. On ne t'entend pas. Bonjour, c'était effectivement pour compléter la question de Laure, j'avais la même, donc je suis collègue de Laure à l'engagement, directrice d'engagement AEMA. On a le même sujet, en fait, on adresse chaque année à 3000 Français avec l'IFOP un baromètre de la protection des Français où on leur pose un certain nombre de questions sur leur rapport au risque, justement, leurs besoins de protection, ce qu'ils identifient comme étant un besoin pour leurs proches et pour eux-mêmes. Et en fait, maintenant, on est à notre 3e édition et on sent bien intuitivement qu'il y a un petit sujet quand même entre ce que les Français nous déclarent être un besoin et ce qu'ils auront effectivement comme besoin réellement demain si on leur propose une offre en matière de protection qui pourrait correspondre aux besoins effectivement déclarés. Donc, ce biais cognitif entre ce qui est déclaré dans les mécanismes de type sondage et le besoin réel des Français, c'est exactement ce qui peut effectivement intéresser des assureurs comme les nôtres. Et si la méthodologie permet de craquer un petit peu ce petit point-là, ça nous intéresserait particulièrement. En tout cas, si ça peut intéresser votre étude à vous et vos réflexions, on a demandé, nous, un extract à l'IFOP de ces données vieillissement sur 3 ans, sur cette base de 3000 Français. Et puis, nos données sont bien sûr à votre disposition pour alimenter des réflexions éventuelles sous une forme ou sous une autre dans le cadre de ces travaux.
Merci. C'est vrai qu'on en a parlé des deux côtés. En fait, c'est vrai que je m'étais dit ça avec Elodie, avec le Crédoc en général. Moi, je m'étais dit ça finalement que un élément de complexité supplémentaire, c'est finalement la connaissance du champ des possibles. Et parfois, je dis pas que l'offre crée la demande ou l'offre crée le besoin, mais potentiellement, ça peut susciter quand même l'expression d'un besoin. Ah oui, finalement, j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que si je l'avais, je vivrais beaucoup mieux, je vivrais beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Et je pense qu'on s'appuiera d'ailleurs sur les connaissances de chacun des experts de ce comité pour peut-être s'appuyer sur l'offre existante ou autre. Ça rejoint aussi, à mon avis, l'enjeu du non-recours, c'est-à-dire des politiques publiques, des offres privées qui sont méconnues, peu connues des publics et donc finalement qui ne sont pas envisagées. Mais effectivement, et de l'autre côté, alors je sais pas ce que Élodie, Franck, ce que vous en pensez, Marianne, mais c'est vrai que oui, peut-être que ça peut être intéressant de s'appuyer sur ces résultats, enfin cet extract de l'étude, peut-être qu'on pourra caler un temps ensemble pour peut-être le balayer et s'en inspirer. Et pardon Mathieu, du coup, il y a effectivement ce côté, l'offre crée le besoin, et je pense qu'à l'inverse, il y a une forme de déni sur un certain nombre d'aspects qui fait que du coup, les besoins ne sont pas exprimés. Oui. Et donc, en creux, on n'est pas tout à fait certain, nous, de la réalité des besoins vraiment exprimés dans notre baromètre à nous. Enfin, on est certain des résultats, mais est-ce que ça reflète réellement les besoins réels des Français? C'est un vrai sujet. Après, j'ai bon espoir que les focus group permettent justement de gratter derrière, réussissent à obtenir une expression de besoin réel, entre guillemets. Enfin, j'imagine que le déroulé des focus group est là justement pour gratter un peu le vernis, potentiellement du déni, potentiellement de la minimisation des situations. Enfin, je sais pas, j'imagine. L'animation est faite pour ça, c'est-à-dire Voilà, qu'il exactement. amène à un consensus. C'est ce que je voulais dire, voilà, exactement. C'est vraiment se départir de représentation, de comment dire, oui, voilà, d'habitus, etc., pour les mettre à la discussion. Donc il y a aussi une régulation. Et à nous, effectivement, ce que je disais un petit peu maladroitement tout à l'heure, de réguler finalement le curseur, mais de les accompagner dans cette discussion. Et on aura effectivement à discuter l'expression de besoin, jusqu'où ils vont, est-ce que voilà, d'arriver à se projeter sur ces fameux cas types qui doivent cristalliser finalement toute cette démarche de construction du besoin. Enfin, je suis pas très claire, mais la discussion est faite pour ça en fait. Et notre rôle à nous, c'est effectivement d'éclairer, mais d'amener la bonne expertise et de les laisser faire pour arriver effectivement à un consensus de besoin. En gros, quand on fait discuter les gens, on ne va pas simplement leur demander non, mais je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec ce besoin-là, on l'a ou on ne l'a pas. On va leur demander de justifier ce qui les amène à dire que ce n'est pas un besoin ou que c'est un besoin. Et donc, du coup, la première chose qu'on va faire après, c'est dire bah, merci d'avoir justifié votre réponse. Qu'en pensez-vous les autres? Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce qui justifie d'aller vers le point de vue de monsieur ou madame X, ou au contraire de prendre le contre-pied ou de se trouver au milieu? Et c'est comme ça qu'on arrive à créer un consensus en faisant revenir les gens. Alors, des fois, parfois, ça a été compliqué, hein. Moi, j'ai participé à la première vague de 2013-2014, là, où les gens, parfois, n'étaient pas du tout d'accord. Et en leur disant que on cherchait un consensus, que c'était un cas type et pas leur situation personnelle, on arrive à amener les gens à dire, OK, d'accord, dans ce cas-là, dans un contexte particulier, pour ces raisons-ci, je pense qu'en effet, c'est ça, c'est ce besoin-là qui existe. Et donc, en questionnant ce besoin, on pourra peut-être leur amener aussi des éléments qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne connaissent pas les offres existantes ou parce que dans un premier temps, ils sont réfractaires, et puis avoir une personne qui va dire bah non, moi je pense que c'est intéressant, et les faire discuter sur ces demandes sous-jacentes ou non existantes parce qu'il y a des freins, et lever ou non d'ailleurs ces freins, parce que l'idée, c'est pas d'orienter leur réponse, mais c'est de les aider à définir ce socle minimal. Et peut-être juste pour reboucler aussi en complément par rapport aux autres échanges qui ont eu lieu auparavant sur la dimension prospective ou pas, en fait, cet élément-là de s'appuyer sur les groupes, il est aussi extrêmement important pour avoir vraiment une perception de personnes qui sont proches de la situation dont on va parler et limiter justement l'expression de biais cognitifs et de projections qui ne seraient pas réalistes, parce que c'est vrai qu'il y a certaines
certaines choses sur lesquelles il est compliqué de se projeter avant d'être confronté à la situation. Et donc, en fait, en, voilà, en passant par des groupes de personnes dont la situation est proche du cas type qu'on va étudier, et aussi en sollicitant les aidants, c'était une des toutes premières questions, remarques qui a été exprimée. Enfin, c'est ça qui va nous aider un peu à tourner autour de la vraie situation et des vrais besoins des personnes dont on parle. Plutôt que d'essayer de se projeter dans et vous, si un jour vous êtes en perte d'autonomie, de quoi est-ce que vous pensez que vous aurez besoin? Ou là, on est à peu près certain qu'on aura un biais très fort qui va s'exprimer. Merci. Catherine, vous voulez Oui, ben rajouter? justement sur ce point précis, là, j'avais une question parce que sur cette capacité à se projeter pour exprimer justement ce souhait, comment j'ai envie de bien vieillir, je voulais vous interroger justement sur la construction du panel parce que, enfin, en tous les cas des groupes, parce que pour pouvoir envisager cette projection, j'imagine qu'il va y avoir une sélection par rapport à l'âge, c'est-à-dire que sur un groupe, il y a prise en compte de son degré ou pas d'autonomie ou de perte d'autonomie. Et l'âge, un panel 60, je dis n'importe quoi, hein, 60, 70, 80, 85, parce que on n'a pas du tout la même, ce que disait, je ne sais plus qui tout à l'heure disait ça, mais on ne se projette pas du tout de la même manière. Et on n'a pas les mêmes fragilités à 65 qu'à 75 ou 85, et donc on exprime aussi d'autres envies, d'autres besoins. Donc j'imagine que ça, dans les groupes, c'est appréhendé dans la composition. Oui, tout à fait. L'idée, c'était que effectivement, on puisse faire projeter. Alors, sur des cas types différenciés, avec cette idée que nos aidants sont aidants soit de personnes en fragilité, donc le recrutement va être un petit peu complexe, il va falloir jouer effectivement incidemment sur l'âge de l'aidant, mais sur la situation de l'aidé. Donc, on va avoir des aidants qui accompagnent des aidés, on va dire, des GIR 5 à 6 pour être dans une situation de fragilité, et puis des aidants qui accompagneront des aidés sur des GIR plus élevés pour qu'on puisse marquer les situations de fragilité. Et après, effectivement, l'âge de l'aidant sera corrélé à la situation de l'aidé. Moi, je parlais du bénéficiaire, hein, pas de l'aidant, là, pour le coup. Parce qu'entre 60 et 80, on peut être bénéficiaire et complètement voilà, autonome. Il y a l'âge, mais l'âge n'est pas... Enfin, à discuter, mais le caractère, je ne sais pas le terme, de recrutement sera plus sur le girage que l'âge. L'âge, on peut être fragile très jeune ou dépendant aussi plus jeune qu'un quelqu'un qui restera fragile à 90 ans mais non dépendant. Donc, oui, c'est la corrélation âge, perte d'autonomie qui est. Mais parce que c'est vrai que l'âge, pourtant, pour le bien vieillir, moi, je pense qu'il a une réelle incidence parce que, franchement, à 70 ans ou à 80, on n'a plus les mêmes peurs, on ne se projette pas de la même manière, on n'a pas non plus les mêmes envies, et c'est ça qui permet peut-être de corriger la difficulté à se projeter et à vraiment enfin, je sais pas, je suis pas une experte, hein, j'essaie de voir comment ça pourrait fonctionner, mais voilà, ça permettrait d'exprimer des attentes peut-être assez proches de ce qu'on peut vivre et de ce qu'on peut souhaiter. Voilà, en fonction de son âge. Et puis, bien évidemment, d'autres groupes en fonction de sa perte d'autonomie. C'est sûr hein, qu'on va essayer de faire varier l'âge et la dépendance. On n'a que 4 groupes. Donc voilà, il va falloir. On est parti sur cette variation sur le girage, parce que c'est un marqueur fort, et il nous faut de toute façon discriminer nos groupes pour pouvoir travailler sur ces différentes notions. Mais l'âge, effectivement, sera une variable de recrutement et de variation nécessaire d'un groupe à l'autre. Mais effectivement, la teneur des groupes et le recrutement sera important en termes de... il va falloir respecter la diversité, etc., mais avec un ancrage sur les GIR qui est important, parce qu'on n'a que 4 groupes de discussion, en fait, au final. Mais ce que vous dites sur l'âge, on sera peut-être plus attentif sur le recrutement, par exemple, des groupes d'orientation que des groupes de discussion. Mais c'est vraiment, voilà, il va falloir être sur un équilibre de recrutement sur les 7 groupes, dont un de validation, donc qui ne sera pas sur un même type de recrutement. Donc, mais chaque groupe aura une modalité de recrutement. Je ne suis pas sûre d'être très claire et
très fine, précise, puisqu'au final, on n'a, entre guillemets, que 7 groupes pour couvrir tous nos champs, y compris faire se projeter le plus efficacement les gens sur les situations qu'on va leur demander de travailler, quoi. Gérard, on t'entend pas. Ton micro est coupé. Je peux juste ramener un élément sur la capacité à se projeter en ayant pas mal travaillé là-dessus avec Pierre Igelet, qui était un spécialiste un peu dans le domaine. La capacité à se projeter n'est que très peu liée à l'âge, en réalité. Quand on travaille avec des publics en très grande difficulté, on se rend compte que même à 20 ans, même à 25 ans, vous avez des personnes qui sont incapables de se projeter au-delà du lendemain ou du surlendemain. C'est plus presque le milieu socio-économique qui conditionne la capacité. C'est aussi une opération quelque part intellectuelle. Mais je pense que vous n'avez pas de crainte excessive à avoir sur le fait que le vieillissement la coupe complètement. Vous aurez des gens qui auront du mal à se projeter, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus que dans d'autres populations. Oui, je crois qu'il y a peut-être une distinction à faire entre se projeter et anticiper. C'est-à-dire que tous les enjeux dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure autour de la santé, de la prévention, oui. On peut se projeter sans forcément être très lucide sur la nécessité à anticiper et à engager des actes de prévention ou des modes de vie vertueux, entre guillemets. Peut-être qu'il y a une différence à faire là-dessus, à distinguer les deux aspects peut-être. Écoutez, je ne vois plus de mains se lever. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. On avait dit 14-16, donc il reste 10 minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En tout cas, donc pour un faux rappel, donc on vous communique le support qui vous a été présenté, pas forcément le mien qui n'est pas très intéressant, mais celui de l'équipe du Crédoc. On a enregistré cet échange, donc il sera accessible, on va le mettre en ligne, donc il sera accessible pour vous et pour les personnes, pour les membres du comité technique qui n'ont pas pu assister à l'échange. En complément peut-être, alors je sais pas, Élodie, Franck, on n'était pas forcément en mesure dès maintenant de vous indiquer à quel moment on va vous solliciter exactement, ou en tout cas vous avez un peu la période, c'est-à-dire que là on a dit entre maintenant et juillet, on va quand même vous solliciter, je pense, en sous-groupe pour établir. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on vous sollicitera à certains moments, je pense, pour travailler sur l'état de l'art, la littérature, et puis la conception un peu du fil conducteur des focus group. Donc, à votre disposition, tout le monde est en copie, les membres du comité technique et l'équipe du Crédoc, Élodie, Franck et Marianne. Donc, si vous avez des questions maintenant ou si vous en avez plus tard, n'hésitez pas à nous les poser par écrit. On fera en sorte d'y répondre. Là, on a essayé de répondre à celle-ci à chaud maintenant, mais n'hésitez pas à nous les poser également ultérieurement. Et merci encore pour votre présence aujourd'hui et puis pour votre implication dans ce projet qui est, voilà, je le dis, très important. Pour nous, nous sommes vraiment entre guillemets, pertinent dans notre capacité à accompagner les acteurs de la filière, quels qu'ils soient, à vraiment mieux appréhender l'expression de ces besoins des publics seniors pour mieux concevoir, mieux penser les offres de produits et services demain. Je ne sais pas si vous avez un complément, Élodie, Franck ou Marianne. Merci à vous du temps que vous avez consacré et que vous allez nous consacrer. C'est très utile, en tout cas pour vous, indispensable. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous. Je pense qu'on peut conclure sur ce mot de la fin. Merci à tous. À très bientôt. On vous tient informé donc des sollicitations le plus tôt possible pour que vous puissiez anticiper. Ce sera dans tous les cas en visio, donc on essaiera d'être le moins intrusif possible. Donc, merci encore. Bonne fin de journée et puis Merci à beaucoup. très bientôt. Merci beaucoup. Merci Beaucoup, à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir, merci. Au revoir.